soir, donc, nous recevons Jean-Louis Aucouturier. Jean-Louis Aucouturier est électronicien. Il est ingénieur, docteur en sciences physiques. Entre 1986 et 1996, il a été président du Comité national de formation en microélectronique, le CNFM. Entre 1995 et 1999, président du Comité national d'évaluation, le CNE. Actuellement, il est professeur des universités à l'École nationale d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux. Il est également directeur de l'Institut de microélectronique d'Aquitaine et fondateur du pôle véhicules électriques aquitain. Il est président de l'Association française du bateau électrique et il a énormément travaillé dans le milieu associatif. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques et de direction de thèse. Et en tant que président du Comité national d'évaluation des universités et grandes écoles, il est directeur de la publication d'environ 66 rapports d'évaluation d'universités, d'instituts et de grandes écoles et de rapports de synthèse qu'il a remis au président de la République, notamment les missions de l'enseignement supérieur, principes et réalités, paru en juin 1997, et enseignement supérieur, autonomie, comparaison, harmonisation, qui est paru en novembre 1999. Voilà. Jean-Louis Aucouturier, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes. Après la leçon à proprement parler d'une cinquantaine de minutes, M. Aucouturier passera un film de 9 minutes, puis ce sera des témoignages, je pense, sur les véhicules dont il va parler, et qui permettront de lancer le débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Monsieur Aucouturier, c'est à vous. Merci. Je vous remercie. Bien, nous nous retrouvons ici pour parler du véhicule électrique, un sujet qui a connu un regain d'intérêt avec les événements de l'été sur l'approvisionnement en produits pétroliers, et puis en plein au moment du mondial de l'automobile. Le véhicule électrique, depuis 130 ans, a connu des fortunes diverses. En ce qui concerne les véhicules qui fonctionnent en site propre ou en site partagé, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'énergie peut être apportée à partir du réseau par des caténaires ou captage par le sol, les réussites du métro ou des trains et maintenant aussi des tramways qui font le bonheur de beaucoup de nos grandes villes, c'est évident, et l'énergie électrique s'est imposée à la vapeur et au moteur thermique. En ce qui concerne par contre le véhicule électrique autonome, qui doit embarquer ou produire l'énergie qui lui est nécessaire, l'évolution a été cyclique. Pour situer les étapes de ces cycles, je me suis permis d'emprunter à l'excellent ouvrage de Roland Wolf, Le véhicule électrique gagne le cœur des villes, qui distingue une période qui est la genèse, des années 1870 à 1900, puis ce qu'il appelle l'âge d'or des années 1900, un recul dans l'entre-deux-guerres, quelques réalisations entre 40 et 45, des années difficiles, un faux départ dans les années 70 et la veille technologique des années 80. On se rapproche donc de nos jours. Et où en sommes-nous? Eh bien, les 10 dernières années ont été extrêmement riches et des prises de position officielles ont été faites en Californie, notamment avec le Clean Air Act, qui visait 2% de véhicules à zéro émission, mais l'échéance a été repoussée à 2002. En France, des accords importants, l'accord cadre entre l'État, les constructeurs d'automobiles et EDF pour valider la solution véhicule électrique et mettre en place les infrastructures, sous l'égide du groupe interministériel véhicule électrique, et en 1995, toujours sous l'égide du GIV, l'accord cadre entre l'État, les constructeurs et EDF pour le développement de la solution électrique et la création de primes à l'acquisition. En 2000, de multiples solutions électriques sont maintenant proposées pour la mobilité. La question qui se pose, c'est que si un nouvel âge d'or s'ouvre 100 ans après le premier, est-ce que ce renouveau sera durable? Nous allons essayer de donner quelques éléments pour y répondre. Sans prétendre faire un exposé historique exhaustif, j'ai jugé bon de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. On peut considérer que l'acte de naissance du premier véhicule électrique figure au journal officiel du 20 avril 81 où on signalait que l'ingénieur Trouvé avait équipé un tricycle de 2 petits moteurs électriques et qu'il avait parcouru la rue de Valois à 10 à 12 km à l'heure. Après ce premier véhicule, il y a eu un foisonnement d'inventions et les véhicules à 4 roues, véhicules de Gentot sur les 2 photos du dessus, avec une mécanique qui ressemble beaucoup à ce que l'on peut trouver actuellement sur les véhicules électriques, et ici, un véhicule électrique
qui avait pris le pari de faire la course Paris, Bordeaux et retour en moins de 100 heures et qui a réussi à tenir les délais. Véhicule dont les batteries étaient changées contre des batteries chargées aux étapes, au relais des étapes, ce qui ne choquait personne puisqu'à l'époque, les diligences trouvaient elles aussi des chevaux frais au relais des étapes. L'histoire a surtout reconnu la Jamais Contente, qui est le véhicule qui est le premier à dépasser 100 km/h, le 1er mai 1899. Et c'est surtout dans les véhicules de ville que l'on trouve des réalisations tout à fait intéressantes. Au concours des voitures de place de 1898, qui se passait à Paris et qui consistait en 9 journées à faire chaque jour 60 km dans Paris et le 10e jour à faire Paris, Versailles et retour, il y a eu 13 voitures engagées, 12 véhicules électriques, et l'on pouvait lire désormais, il est acquis que le fiacre en moteur à essence de pétrole ne saurait constituer un système d'exploitation de voitures publiques dans une grande ville, dans la nature du 9 juillet 1898. Il est donc évident que je vous donne rendez-vous en 2098 pour voir si les conclusions auxquelles nous arriverons ce soir se seront vérifiées. Avant d'aborder les véhicules électriques et les divers types de véhicules, j'ai pensé qu'il était bon de vous donner quelques éléments de comparaison de l'énergie consommée pour effectuer en 1 heure un trajet de 36 km. Alors pourquoi 36 km à l'heure? Parce que, selon l'INRETS, c'est la vitesse moyenne d'une automobile en parcours urbain. Eh bien, un cycliste va consommer une énergie d'à peu près 700 kcal, soit 0,8 kWh, considérons qu'avec sa machine, il pèse 80 kg. Un véhicule thermique moyen, qui a un moteur capable de délivrer une puissance de 100 kW, va dépenser 30 kWh, soit 3 kg de carburant que je considère prélevé sur un ensemble pesant 40 kg, c'est-à-dire le réservoir, et puis la moitié de son plein de carburant. Enfin, le véhicule électrique va, lui, consommer 5 kWh, soit à peu près 40% de la capacité des batteries qui font 250 kg sur les voitures les plus classiques, qui sont la Peugeot 106, par exemple, ou la Clio. On voit donc qu'en ce qui concerne l'automobile, la voiture électrique consommera 5 fois moins d'énergie, et ceci est dû au fait que la chaîne électrique a un rendement tout à fait intéressant et qui dépasse 80%, que la chaîne thermique a un rendement qui atteint rarement plus de 20%, mais d'autre part qu'à l'arrêt, le véhicule électrique a son moteur arrêté et qui ne consomme pas, alors que le véhicule thermique a son moteur qui continue à tourner, donc à consommer, mais aussi à polluer. En ce qui concerne par contre les masses, on voit bien entendu qu'on a aussi là un rapport de l'ordre de 6, mais qui bien sûr est cette fois-ci au détriment du véhicule électrique, puisque la masse des batteries pour stocker l'énergie pour avoir une autonomie suffisante reste importante. Je ne ferai pas d'exposé très fouillé sur les batteries. Le professeur Fauvarc, lundi dernier, a parlé de tous les éléments de stockage de l'énergie. Par contre, je voudrais simplement rappeler qu'entre la recherche sur les divers couples électrochimiques et la réalité, c'est-à-dire la pratique, il existe un facteur de l'ordre de 1/4 à 1/5, c'est-à-dire qu'on peut récupérer du point de vue pratique à peu près le quart ou le 5e de ce que le couple est capable de donner du point de vue théorique. D'où l'intérêt de coupler très étroitement la recherche, le développement et l'industrialisation pour améliorer ces facteurs. Je voudrais citer quelques tableaux, la source des constructeurs et particulièrement Saft, sur l'évolution des batteries pour la traction électrique, et je me suis limité au plomb, au nickel-cadmium, au nickel-hydrure métallique et au lithium-ion. On voit que l'énergie spécifique entre le plomb et le nickel-métal-hydrure a à peu près doublé au cours des dernières années, que la puissance spécifique a aussi à peu près doublé, mais que le coût a doublé, pratiquement même triplé pour le nickel-cadmium. Par contre, une véritable rupture apparaît avec le lithium-ion, puisque là, c'est un rapport 5 dans chacune des performances que nous venons de citer, et par contre, le prix reste à peu près du même ordre de grandeur, à condition, bien entendu, que l'on puisse, pour le lithium-ion, proposer une production industrielle, c'est-à-dire de l'ordre de 100 000 batteries par an. Une autre façon de parler de l'évolution des batteries, c'est de considérer que dans un véhicule électrique, on peut à peu près prendre un volume de 0,2 m3, c'est-à-dire 200 litres pour loger les batteries. Si le véhicule fait 800 kg sans batterie, qu'il consomme 135 Wh par tonne et par kilomètre, on peut d'ailleurs faire un peu mieux maintenant, on s'aperçoit que, en ce qui concerne le plomb, le nickel-cadmium, le nickel-métal-hydrure et le lithium-ion, on a là aussi des choses extrêmement intéressantes du point de vue de l'évolution et qu'une véritable rupture
apparaît avec les batteries au lithium-ion, puisqu'on triple l'énergie embarquée. Par rapport au plomb, le poids est pratiquement la moitié, alors qu'il reste à peu près équivalent par rapport aux deux autres types de couples. Par contre, l'autonomie passe de 70 km à plus de 200 km. Et si l'on regarde le prix de ces batteries, ce qui est intéressant, c'est de voir le prix de la batterie, l'amortissement en francs par kilomètre, en prenant en compte la durée de vie de la batterie exprimée en nombre de cycles et l'autonomie, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que l'on peut faire pendant un cycle de charge-décharge. On s'aperçoit que le prix du lithium-ion devient alors extrêmement intéressant puisqu'on arrive pratiquement à la moitié de celui que nous donnaient les batteries au plomb. Enfin, un autre intérêt de ces éléments lithium. Pour augmenter l'autonomie des véhicules, on a pensé à d'autres systèmes, à savoir embarquer à bord de la voiture non seulement l'énergie stockée dans les batteries, mais pouvoir fabriquer l'énergie électrique à bord du véhicule. Alors, en général, on pense tout de suite à un moteur thermique avec un alternateur et puis un réservoir de carburant classique. Un moteur électrique qui attaque la roue, c'est ce qu'on appelle l'hybride série, la somme des puissances se faisant sous forme électrique, puisque seul le moteur électrique attaque les roues. Deuxième solution, ce que l'on appelle l'hybride parallèle, où la somme des puissances se fait sous forme mécanique, donc deux axes qui sont couplés à la roue, avec un système moteur électrique et un système batterie électrique, et un système thermique avec un réservoir et un moteur thermique. Bien entendu, le système thermique peut aussi envoyer une charge à la batterie. Ce qui est difficile à réaliser, qui a fait l'objet d'études tout à fait intéressantes du point de vue mécanique, c'est bien sûr le coupleur. Alors, divers constructeurs ont proposé des véhicules hybrides. Je les distinguerai, ces véhicules hybrides, en trois catégories. Les véhicules à dominante électrique, qui sont des véhicules donc avec moteur électrique, série, le système de commande et une batterie. Et puis, ici, on l'avait schématisé par le dessin. En réalité, voilà ce qu'obtiendrait le moteur électrique, c'est-à-dire un groupe électrogène à bord qui permet de charger la batterie. Il s'agit de la proposition de Renault sur le Kangoo, que l'on appelle à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que ce véhicule en tout électrique a à peu près 100 km d'autonomie, mais en utilisant ce moteur et ce groupe électrogène, il y a possibilité de doubler cette autonomie et il y a aussi la certitude de ne pas rester en panne si on se trouvait loin d'une prise permettant de connecter pour la recharge au secteur. Dans le même esprit, Citroën a proposé le Berlingo, où on voit le moteur électrique, le groupe électrogène, les batteries, et ici on a même un petit réservoir de GPL pour apporter le chauffage à bord du véhicule. Un deuxième type de véhicule, c'est ce qu'on appelle en général l'alternodémarreur, c'est-à-dire qu'à un moteur thermique permettant de faire fonctionner le véhicule, on couple un moteur électrique de relativement faible puissance, assez peu de batterie, mais ça permet au démarrage de ne fonctionner qu'avec le moteur électrique, de donner un regain de puissance, par exemple pour un départ en côte ou pour un dépassement, et ça permet aussi de recharger la batterie si nécessaire, les batteries étant cependant de faible capacité. L'intérêt, c'est surtout en ville, par exemple, d'avoir un moteur thermique arrêté, donc qui ne consomme pas et qui ne pollue pas, et de remettre ce moteur thermique en route au moment où on est en régime, où il commence à rentrer dans ces zones de bon rendement. Enfin, deux autres types de véhicules que j'appellerais des véhicules hybrides à dominante mécanique, l'un proposé par PSA, donc ici Citroën, qui est la Xara d'inactive, qui est un véhicule dans lequel le moteur thermique a toute la puissance requise pour fonctionner uniquement en thermique, dans lequel il y a un moteur électrique intégré permettant de faire quelques dizaines de kilomètres en ville, et puis un générateur, bien sûr, permettant de charger les batteries, et un coupleur mécanique extrêmement évolué, permettant de coupler les deux modes de propulsion. De même, sur le même principe, mais avec des solutions différentes, le véhicule Prius de Toyota, avec un moteur thermique, un moteur électrique, des batteries et un système coupleur. Alors, la particularité de ces véhicules, c'est effectivement d'utiliser l'électricité lorsqu'on est en ville, mais de fabriquer eux-mêmes leur électricité, donc on ne résout pas les problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers. Ce sont cependant des véhicules hybrides, puisqu'au sens étymologique, ces hybrides marient des énergies d'espèces différentes, ce qui est le sens de l'hybride. Un autre moyen de produire l'électricité à bord, depuis que Grove a fait la première pile à combustible il y a maintenant plus de 140 ans, c'est d'utiliser le principe de l'électrolyse inverse de l'eau, à savoir récupérer de l'électricité aux bornes d'une membrane dans laquelle circulent
de l'hydrogène et dans laquelle circule de l'air. Et on a donc fabrication d'eau en sortie, donc pas d'émissions polluantes, et fabrication d'électricité. Alors c'est un système extrêmement séduisant, mais qui, effectivement, du point de vue de son industrialisation, a nécessité énormément de travaux, de recherche et de développement. Non pas pour vous assommer par la complexité de ce schéma, je voudrais simplement le présenter pour dire que si ceci est à peu près proportionnel à la surface, donc au volume de la pile à combustible, eh bien, il faut voir que tout autour, il y a des éléments de stockage de l'hydrogène ou de fabrication de l'hydrogène à bord à partir de ce qu'on appelle un reformeur et à partir de méthanol ou d'hydrocarbures, et puis tout un système de pompes, d'échangeurs, le système bien sûr de batterie de puissance, le convertisseur, le groupe motopropulseur et le moteur électrique. Donc c'est un système qui nécessite une amélioration en ce qui concerne la compacité et beaucoup de constructeurs y travaillent et presque tous ont déjà des prototypes. Je citerai les plus connus qui sont les groupes Mercedes-Benz avec des piles du canadien Ballard où l'on voit toute la série des Neckar et des Nebus où on représente ici en orangé ce qui est nécessaire pour stocker l'hydrogène et puis en rouge ce qui est nécessaire pour faire fonctionner pour les éléments qui permettent de faire fonctionner la pile. On voit que, en partant d'ici et en allant par exemple là, il y a une compacité accrue, donc les travaux ont porté leurs fruits. Dernier véhicule qui est sur la base de la Mercedes A4, c'est celui-ci, dans lequel on voit le stockage de l'hydrogène et sous le plancher, pratiquement, l'ensemble de ce qui est nécessaire pour faire la fabrication d'électricité sur le principe de la pile à combustible. Chez Renault, le prototype Fever, qui a une autonomie intéressante, dans lequel on n'a pas cherché pour l'instant à réduire le volume, parce que c'est un véhicule expérimental sur lequel, effectivement, on cherche plutôt à améliorer la gestion de l'ensemble, mais qui pourra bien sûr, par la suite, faire l'objet de réduction de volume. Et chez PSA, le partenaire, par exemple, la pile à combustible, où on voit là aussi une amélioration de la compacité et l'utilisation de l'espace sous le plancher. Donc ce sont effectivement des véhicules qui sont tout à fait prometteurs. Enfin, parce qu'il s'agit de piles d'un autre type qui sont des piles dites alcalines, je citerai le constructeur d'origine belge, mais maintenant anglais, Zefco, qui a un véhicule qui est un taxi qui fonctionne à Londres, qui est expérimental. Donc, à bord de ces véhicules, l'hydrogène est stocké soit sous forme compressée à 300 bars, soit sous forme hydrogène liquide, soit production à travers un réformeur, comme je l'ai indiqué précédemment. Enfin, bien entendu, les véhicules de transport collectif peuvent bénéficier de la pile à combustible. Ces autobus qui sont exploités à Chicago depuis plusieurs années et qui ont transporté des centaines de milliers de personnes sont équipés de piles donc, du fabricant canadien Ballard. Enfin, un autre type de véhicule qui est un véhicule hybride. C'est un véhicule qui, lui, reçoit l'énergie non pas en la fabriquant à bord, mais en transformant l'énergie solaire en électricité. Alors, sur une voiture de ville où on peut mettre à peu près 4 mètres carrés de panneaux solaires, sachant que le soleil nous envoie environ 1 kW par mètre carré, 4 mètres carrés, ça fait 600 watts que l'on peut récupérer, c'est tout à fait insuffisant pour faire fonctionner une voiture automobile, d'autant plus qu'en ville, vous avez des zones d'ombre importantes. Par contre, tous les 3 ans, eh bien, il y a une compétition, le World Solar Challenge, qui fait la traversée de l'Australie, soit 3000 km de route, avec des véhicules tout à fait particuliers, bien entendu avec le maximum de surface de panneaux solaires, avec les zones qui peuvent s'incliner pour faire un meilleur captage, pour être le plus perpendiculaire possible aux rayons. Mais il faut quand même savoir que les véhicules qui sont en tête dans cette épreuve font la traversée de l'Australie à 80 km/h de moyenne uniquement avec l'énergie solaire. La course commence le matin à 8 h et s'arrête bien sûr à 17 h. Quant aux batteries qui sont à bord de ces véhicules, elles sont de très faibles dimensions, c'est quelques dizaines de kilos à peine. En ce qui concerne l'évolution des autres organes, je serai plus bref parce que les moteurs, on a surtout cherché à exploiter bien sûr tout l'intérêt du moteur électrique pour la traction, ce qui est d'ailleurs une de ses particularités, à savoir que c'est un moteur qui à très faible régime fournit des couples très importants et des couples constants, donc ça permet de très bons démarrages en côte. Puis ensuite sur des courbes isopuissance, on a des zones de fonctionnement à haut régime
avec des couples suffisants et le fonctionnement, par exemple, de type routier ou autoroutier. Je voudrais surtout insister sur la compacité que l'on a cherché à donner entre la partie électronique de commande et la partie du moteur. En effet, ces moteurs ont beaucoup évolué grâce à l'évolution des matériaux et notamment des aimants permanents, mais grâce aussi à l'évolution de l'électronique de commande et de l'électronique de puissance. Un autre type de moteur où on voit là aussi la partie électronique extrêmement couplée. Alors pourquoi ces couplages? D'une part, pour bénéficier des mêmes circuits de refroidissement des moteurs et de l'électronique, et d'autre part, pour réduire les interconnexions de façon à minimiser les rayonnements électromagnétiques. Si ces moteurs ont pu faire de gros progrès, c'est donc pour les matériaux, comme je le citais, mais grâce au développement de l'électronique qui ont permis de passer des moteurs à courant continu aux moteurs alternatifs, c'est-à-dire synchrone, asynchrone ou à réluctance variable. Et pour schématiser ou donner quelques exemples des développements de l'électronique, je vous présente ici une plaquette de circuit intégré, ce qu'on appelle un wafer, qui fait 20 cm de diamètre, où chacune des puces, qui fait à peine plus d'1 cm², rassemble les plusieurs millions de transistors qui sont nécessaires pour faire toute la gestion et la commande des éléments électroniques à bord, et notamment la gestion des diverses sources d'énergie et des divers dispositifs mis en œuvre. En ce qui concerne l'électronique de puissance, là les composants sont différents parce qu'ils doivent commander des courants extrêmement importants, et ce qui est important, c'est la qualité de l'assemblage de ces composants, parce que bien sûr qui dit courant important dit de la chaleur développée, et j'ai voulu représenter ici ce qu'on appelle une thermographie infrarouge, c'est-à-dire qu'à chacune de ces couleurs sont associées des températures, et au cours du cycle de fonctionnement, les températures varient. Si les températures varient, il y a des dilatations et des contractions, ce qui induit des fatigues mécaniques, donc d'origine thermique, donc des fatigues thermomécaniques, ce qui peut entraîner des véritables ruptures dans le composant. On voit ici une faille qui s'est établie dans un composant électronique. Donc l'optimisation de l'ensemble électronique et du couplage au moteur est quelque chose de très important, puisque là, cela conditionne la fiabilité et la durée de vie, bien sûr, du système. Enfin, je voulais vous présenter un véhicule hybride un peu particulier. Il s'agit d'un bateau de course autour du monde, et particulièrement celui-ci en solitaire, puisque c'est le bateau Aquitaine Innovation d'Yves Parlier sur lequel nous avons beaucoup travaillé, pour montrer qu'un véhicule comme ça, dont la source principale d'énergie est le vent, a aussi besoin de beaucoup d'électricité pour ses pompes de ballast, pour faire démarrer son groupe électrogène. Donc il y a à bord une éolienne, il y a à bord des panneaux solaires, il n'y a pas d'hydrogénérateur, parce que lorsqu'on parle à un skipper qui fait de la compétition de ralentir son bateau, bien sûr, il n'est plus d'accord. Mais par contre, il faut une électronique extrêmement complexe pour gérer l'ensemble, et que celui qui n'a qu'à s'occuper du bateau puisse être certain que son pilote automatique sera constamment alimenté, que ses lecteurs de cartes sont alimentés et ses moyens de transmission pourront fonctionner. C'est une transition qui m'amène à parler du bateau électrique. Bien, pour le bateau électrique, on va aussi avoir des séquences depuis maintenant presque 160 ans jusqu'à nos jours. Alors les pionniers, ce sont von Jacobi, le comte de Molin, et puis Gustave Trouvé, nous allons voir dans un instant ce qu'il nous avait proposé, une période de déclin, puis pendant la guerre des péniches électriques, là aussi, dont l'existence a été justifiée par l'absence de carburant, en 1970, un renouveau par les loisirs, et les années 1990, un réel marché émergent. S'il y a eu des prédécesseurs, c'est à Gustave Trouvé que l'on doit, et à qui on attribue la paternité du bateau électrique, parce qu'il avait fabriqué un moteur qui ressemble beaucoup à un moteur hors-bord, et il a fait un bateau qui a navigué en 1881 sur la Seine, entre 5 et 10 km/h, et bien entendu, s'appelant Trouvé, son prénom étant Gustave, vous voyez l'initiale et le nom, il avait baptisé son bateau Eureka, ça paraît tout à fait normal. Le renouveau, eh bien, le renouveau est arrivé par des bateaux qui étaient surtout des bateaux de pêcheurs, de chasseurs qui allaient de façon furtive sur leur lieu de pêche, et ce sont des petits hors-bord qui en général ont des puissances limitées à 1 kW, qui fonctionnent avec des batteries tout à fait classiques au plomb et qui permettent d'avoir donc des déplacements tout à fait silencieux et non polluants. Les sources d'énergie, elles sont, comme pour la voiture, assez diverses. Le diesel électrique, en quelques mots,
simplement, puisque ce n'est pas tellement l'objet de ce qu'on a développé ici. Le diesel électrique, il équipe toutes les unités de forte puissance, et particulièrement les bateaux de la Marine nationale. C'est bien sûr ce qui a équipé les sous-marins. Donc, c'est quelque chose qui utilise notamment la particularité du moteur électrique d'avoir un très fort couple au démarrage, ce qui permet de vaincre l'inertie de la très longue et très lourde ligne d'arbres de ces gros bateaux. Le tout électrique, on reparlera du solaire électrique parce qu'on va voir que les données sont différentes, et puis bien sûr quelques mots sur la pile à combustible. Mais avant d'aller dans ces présentations, je voudrais rappeler quelques fondamentaux en ce qui concerne la propulsion d'un bateau. Si l'on regarde la résistance à l'avancement d'un bateau en fonction de la vitesse, on s'aperçoit qu'il y a une zone de rupture, à savoir dans une courbe qui est une cubique. On s'aperçoit qu'à partir d'un certain moment, soit on reste sur cette cubique, soit selon la forme de la coque, on a ce qu'on appelle le déjaugeage, c'est-à-dire une coque qui sort de l'eau et qui plane, et selon que la coque est en U ou la coque en V, on a ces deux courbes. Puisqu'on va s'intéresser essentiellement à la navigation sur les eaux intérieures, c'est-à-dire les lacs et les canaux, et la navigation qui respecte l'environnement, on va parler surtout des coques à déplacement, qui sont donc faites pour naviguer à des vitesses qui ne nécessitent pas qu'elles sortent de l'eau. Bien sûr, ces coques à déplacement, on voit que si on prend pour 1 la vitesse limite, avec 100% de la puissance nécessaire pour l'obtenir, si l'on se contente de naviguer à 90% de la vitesse limite, on n'a plus besoin que de 50% de la puissance. Et si on se contente de naviguer à 80% de la vitesse limite, on est à moins de 25% de la puissance. Donc sur ces bateaux, on prend vraiment conscience de la possibilité d'économiser l'énergie et sans perdre vraiment de façon sensible sur la vitesse. À titre indicatif, je voudrais donner les performances du bateau laboratoire que nous avons construit. C'est la Pina Segreta du bassin d'Arcachon, un bateau classique, coque polyester mais moulé sur une pinasse traditionnelle. C'est un bateau de 10,50 m dont la vitesse limite est de 9 nœuds, il pèse 3,8 tonnes. Le moteur ne fait que 12 kW, alors qu'en thermique, ils sont couramment motorisés avec plus de 60 kW. La vitesse maximale, donc, de 9 nœuds. 900 kg de batterie nickel-cadmium lui donne 100 km d'autonomie à 6 nœuds. En réalité, c'est tout à fait excessif et très vite, on a enlevé un pack de batterie et on n'a plus que 600 kg de batterie, ce qui permet de faire 60 km à environ 10 km/h. Ça fait quand même une belle navigation, soit pour la plaisance, soit pour la pêche, soit pour le travail, puisque c'est un bateau au départ qui a été fait pour le travail des ostréiculteurs. On trouve une foule de bateaux. Bon, que peut-on conclure? D'abord, j'ai voulu, pour synthétiser, utiliser cette représentation. Je me suis inspiré d'une présentation de Joseph Beretta de PSA qui me paraît intéressante puisqu'on va retrouver ce que j'ai essayé de vous présenter peut-être un peu rapidement. Si l'on part du haut et que l'on considère que la puissance ou l'énergie sont proportionnelles à longueur sur l'axe horizontal, on voit qu'avec un moteur thermique seul, on a le véhicule thermique classique. Avec un moteur thermique, un moteur électrique de faible puissance et un peu de batterie, on a le principe de l'alterno-démarreur qui permet le démarrage en ville ou un regain de puissance. Avec l'hybride parallèle, on trouve bien sûr toutes les possibilités de dosage thermique électrique, donc les véhicules dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire Prius, d'Inactive. Et puis bien sûr, lorsqu'il n'y a que le moteur électrique et la batterie, on trouve le tout électrique. Et puis si au moteur électrique à batterie, on adjoint un générateur électrique, on a le prolongateur d'autonomie. Les divers hybrides à dominante plus ou moins électrique, plus ou moins générateur électrique. Et puis on peut terminer par un générateur électrique et puis avec un moteur électrique. Donc c'est quelque chose, si c'est le générateur est thermique, c'est un thermique à transmission électrique, mais ça peut être aussi un générateur à pile à combustible. Et à ce moment-là, on a la pile à combustible, le moteur électrique, et on a un véhicule tout à pile à combustible. Donc, voilà donc ce qui nous permet de rassembler ce que nous avons dit dans les quelques moments que nous venons de passer ensemble. Alors que peut-on conclure quant à la pénétration du véhicule électrique sur le marché et quant à son accueil? Bien, ce qui est certain, c'est qu'actuellement, le véhicule électrique, on l'apprécie par comparaison au véhicule thermique, alors qu'il y a un siècle, on l'appréciait par comparaison aux voitures à cheval. Donc on lui demande tout, on ne regarde absolument pas les avantages qu'il peut apporter et on ne se soucie absolument pas d'accepter quelques inconvénients.
Alors on reproche bien entendu l'autonomie au véhicule électrique, mais lorsqu'on lui reproche l'autonomie, je crois qu'on ne prend pas en compte l'adéquation entre la mission qu'on a à remplir et le véhicule le plus approprié. Je lisais dans la presse de ce matin un compte-rendu de ce qui se passe au mondial où on disait que le véhicule électrique, tout électrique, était condamné par son autonomie qui était ridicule. Je vous avoue que je ne sais pas où est le ridicule, puisque dans ce même type de presse, on parle d'un véhicule, en général tous les 15 jours, en lui consacrant plus de 3 ou 4 pages, qui est un véhicule qui est le summum de ce qui existe du point de vue de la technologie et de la médiatisation, et qui a exactement la même autonomie que le véhicule électrique. Alors si on pose la question, peu de gens me répondent, eh bien c'est la Formule 1. La Formule 1, elle part pour faire 300 km avec le plein, elle s'arrête 2 fois vers le plein pour faire un Grand Prix. Donc ne disons pas que le véhicule électrique est un véhicule qui est condamné par son autonomie, d'autant plus que la semaine dernière, on a prouvé qu'on pouvait faire plus de 200 km. Alors j'ai un exemple beaucoup plus simple. Je me demande si, lorsque les personnes qui tiennent ces raisonnements prennent 10 jours de vacances en ayant tous les jours envie de faire une randonnée, un pique-nique, si au lieu d'emporter ce qui est nécessaire pour la journée, c'est-à-dire 1,5 litre d'eau et 500 grammes de sandwich, ils partent le premier jour avec 15 litres d'eau et 5 kilos de sandwich, plutôt que de rentrer le soir et de refaire le plein le lendemain matin. En réalité, c'est pourtant comme cela que l'on fonctionne. Bon, alors on a vu que l'intérêt du véhicule électrique est un intérêt général. L'intérêt général, pour l'atteindre, je crois qu'il ne faut pas trop attendre l'effort des particuliers. Donc, à mon avis, il faut qu'il y ait un effort de l'État et des collectivités pour que cet intérêt général soit atteint. Alors, j'ai essayé de voir à quoi cela correspondait, si c'était des efforts possibles. Si on regarde les sommes qui ont été mises en jeu pour aider, suite aux événements récents, le transport routier, on s'aperçoit qu'avec les mêmes sommes, on pourrait, en aidant les constructeurs, à mettre sur le marché des véhicules qui seraient par exemple pour l'usager à 50 000 francs, je crois qu'à 50 000 francs, il y a beaucoup d'usagers qui prendraient un véhicule électrique, eh bien on peut mettre 100 000 véhicules sur le marché. Ça pollue pas, c'est un excellent moyen de déplacement dans le centre-ville. Simple prise de courant pour le mettre en charge le soir, et puis toute sa nuit, il charge, et puis après on est content, le lendemain on part avec. Une simple prise, comme pour le frigo. Il y a même des taxis. Ça complète le bus. Quand vous arrivez avec le bus, vous pouvez louer une voiture électrique, ou un scooter électrique, ou un vélo. Toute la poste est équipée de véhicules électriques, le service des impôts, les domaines, l'agriculture, enfin toutes les administrations, disons la préfecture, tout le monde circule en véhicules électriques. Et y compris des petites entreprises qui ont investi dans le scooter électrique ou dans la voiture électrique. Chauffeur électrique, hein. Il y a moins de bruit, moins de pollution, c'est plus tranquille, c'est plus calme, on est moins stressé. Pas de vitesse à passer, après c'est très agréable. Il suffit qu'il monte sur son emplacement, les robots arrivent, changent la batterie. En principe, en 5 minutes, il repart et puis il peut continuer à travailler sans arrêt. Pendant ce temps, les batteries se chargent. Et on a 2 jours ou 3 d'avance, ce qui permet de pouvoir alimenter 3 camions, quoi. Alors, bien sûr, on parle de véhicules urbains par opposition à un véhicule routier. Mais, si l'on considère qu'il n'est pas polluant, qu'il n'est pas bruyant, qu'il se laisse passer inaperçu, on peut penser que c'est un véhicule urbain dans le sens qu'il est poli par rapport aux autres, parce qu'il se fait oublier, en fait. Vous voyez, c'est un véhicule urbain dans tous les sens. Avec un ticket de tram, bus puisque c'est le même, vous avez 1 heure, 1 heure et demie de transport. Vous pouvez, pendant cette heure et demie, utiliser à un moment donné, comme portion de votre transport, un bateau électrique, la mouette comme on l'appelle.
Ici, dans cet atelier, vous avez à peu près un investissement de 40 millions de francs et actuellement, nous produisons de l'ordre de 2000 batteries par an et la ligne, telle que vous la voyez ici, en 3 équipes, permet de faire 5000 batteries. Ces batteries donc, sont dans des caisses qui font la navette entre Cerizay pour Eliès ou alors, pour le Partenaire et le Berlingot, les batteries sont envoyées à Vigo en Espagne. Cette chaîne est spécialisée pour les voitures électriques. Vous êtes ici dans la plus grande chaîne, je crois, au monde, puisqu'à la demande de PSA, nous savons faire 25 voitures par jour en une équipe, ce qui fait qu'on pourrait monter à 75 voitures par jour en 3 équipes. Un véhicule électrique, bon, ben, ça n'a pas de fumée, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de bruit, si vous voulez. Les moteurs à explosion, à mon avis, auront une durée de vie comme la machine à vapeur, hein. C'est-à-dire qu'en 2050, je crois que ça n'existera plus. On va brûler en moins de 2 siècles ce que la Terre a mis 3 milliards d'années à mettre sous les pieds, si vous voulez. Alors allez-y, madame, levez-vous, merci. J'ai vu que vous intéressez au milieu associatif et je voudrais savoir si des efforts possibles ont été faits vis-à-vis des handicapés, puisque profiter des différentes technologies avec les batteries qu'on charge, cette permutation de batteries, et puis c'est dommage qu'ils soient un petit peu délaissés pour compte avec leur petit fauteuil électrique. Bien, alors je voudrais préciser que je ne connais pas madame et qu'on n'a pas combiné la question, mais je dois vous dire que dans mon laboratoire, actuellement, on a fait les premiers essais, la preuve de faisabilité, ça a été exposé au Salon de l'Environnement à Bordeaux au mois de juillet, d'un véhicule tout-terrain dans lequel le handicapé peut monter avec son fauteuil et ensuite il a une conduite extrêmement simplifiée lui permettant de vaquer à ses occupations, y compris pour des agriculteurs, de pratiquer la taille de la vigne, de circuler dans la campagne. Donc effectivement, c'est un domaine où l'électricité peut apporter beaucoup. Une question là. Bonsoir. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Quel est le frein au développement des batteries inertielles, s'il vous plaît? Pardon? Les batteries inertielles. C'est-à-dire ce que j'ai présenté comme oui, accumulateur. la roue inertielle oui. qui bien, actuellement, les exemples que j'ai donnés sont des volants d'inertie qui tournent à 21 000 tours minute, qui permettent de stocker 6 kWh, ce qui permet de fournir toute l'énergie au démarrage pour des camions, par exemple, d'une vingtaine de tonnes. L'expérience que nous avons faite sur la maquette en vraie grandeur, mais pas dans le vrai design du tramway que je vous ai présenté, permettait de faire 2 interstations de 700 mètres, ce qui est quand même intéressant, caténaire baissé, et de recharger en 28 secondes à la station, puisque ce sont des systèmes qui peuvent fournir beaucoup de courant et qui aussi peuvent accepter beaucoup de courant. Donc c'est un système qui est intéressant. On peut penser à aller vers des volants magnétiques qui dépassent les 20 000 tours et aller à 40 000 tours avec des paliers magnétiques. Bien, actuellement, il y a un constructeur, celui que j'ai vu ici, qui est Magnet Motors en Allemagne. 11 autobus circulent sur ce principe à Bâle depuis plusieurs années. En France, on maîtrise cette technologie aérospatiale puisque ce sont des systèmes qui ont été faits pour les satellites, mais pour l'instant, le pas n'a pas été franchi pour les applications au type véhicule. Mais il y a d'autres applications non plus sur véhicule mais stationnaire qui pourraient faire en sorte que le marché serait plus grand. C'est par exemple un moyen intéressant de stocker l'énergie nécessaire pour pallier à des micro-coupures de secteur à la place des batteries. Une question là, monsieur. L'électronique de puissance provoque-t-elle une pollution électromagnétique qui pourrait perturber des émetteurs-récepteurs, d'autres appareils électroniques? Alors, effectivement, commuter des courants importants provoque toujours un rayonnement. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de rapprocher le moteur de l'électronique de puissance, de façon à avoir des connexions ultra courtes et même d'intégrer l'électronique de puissance sur le moteur, de façon à ce que le conducteur qui sert d'antenne pour ce rayonnement soit réduit à sa plus simple expression. Et actuellement, toutes les mesures de compatibilité électromagnétique montrent qu'il n'y a pas de difficulté dans ce sens-là. Nous prenons une dernière question là, monsieur, tout en haut. Oui, autrefois, il y a une trentaine d'années, beaucoup de villes moyennes avaient des bus et beaucoup de transports à ordures électriques. Pourquoi ils ont disparu totalement, à part Nantes, enfin quelques villes pilotes, en 20 ou 30 ans? Est-ce que vous avez la réponse? Et deuxième question, est-ce qu'on pourrait avoir, disons, les références de votre association à Bordeaux?
Oui, alors en ce qui concerne les ramassages d'ordures ménagères, j'avoue que les exemples que je connais bien, c'est bien sûr celui de Bordeaux, puisqu'il y a des bennes depuis 1936 et elles continuent toujours à fonctionner et à faire la collecte. À Paris, je pense qu'elles sont généralisées. Je pense qu'il y a, grâce justement à l'accumulateur cinétique d'énergie, la possibilité d'augmenter très considérablement leurs possibilités, puisque ce sont des véhicules qui s'arrêtent extrêmement fréquemment et qui repartent extrêmement fréquemment. Donc à l'arrêt, on peut récupérer au freinage l'électricité et utiliser cette électricité pour donner la pointe de courant au démarrage, ce qui permettrait d'avoir des batteries beaucoup moins lourdes et donc à masse égale du véhicule, avoir davantage de possibilités de charge. Donc il semble que ce soit quelque chose qui soit sujet à développement. Mais pourquoi ça s'est arrêté en 10-20 ans dans pratiquement 90% des... Mais je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas la connaissance. Alors, Jacques Saint-Marc, secrétaire général du groupe interministériel, est-ce que vous avez connaissance de villes qui ont abandonné la collecte par ordre? Toutes les villes moyennes. Monsieur Fauvard, on a parlé de l'autre fois. Oui. Et il a expliqué que c'était parce que les usines d'incinération s'étaient éloignées du centre des villes. Oui. Que ça nécessitait un parcours plus long qui était incompatible avec l'autonomie. Alors, effectivement, une amélioration de l'ensemble. Effectivement, M. Fauvard a tout à fait raison. Et si on peut optimiser le système de batterie, on peut effectivement repenser les tournées de façon à avoir la possibilité de réutiliser l'électricité pour cette collecte qui, en plus, se fait de nuit et où il est quand même intéressant d'avoir des véhicules non bruyants. Jean-Louis Aucouturier, je vous remercie. Merci.